Good day, viewers. Thanks for joining us on the midday edition of the Balingo Newscast on Equinos Television. Good day, Nadine Yambo. Good day, Catherine Konig. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinos Télévision. L'on sait désormais un peu plus sur les causes de l'incendie survenu au domicile du chairman Ninjon Frundi cette nuit du côté de Tarinkon à Bamenda, dans la région du nord-ouest Cameroun. Joint au téléphone, le chairman soupçonne qu'il s'agit d'une attaque des sécessionnistes. Selon lui, des bidons de pétrole ont été retrouvés non loin de sa résidence. Alertés, les policiers, selon lui, des bidons de pétrole ont été retrouvés non loin de sa résidence. Alertés, les policiers, gendarmes et militaires sont descendus sur les lieux et se sont joints aux populations pour pouvoir éteindre les flammes qui ont ravagé une bonne partie de sa cuisine. Dont une enquête a été ouverte pour connaître les causes réelles de l'incendie survenu hier au domicile du chairman Ninjon Frundi à Tarikon. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. Tout autre chose à présent, la répression des manifestations des enseignants suscite une indignation chez la classe politique au Cameroun. Des leaders de l'opposition dénoncent les arrestations arbitraires de ces enseignants. Ils expriment donc leur solidarité à cette grogne sociale qui révèle la gravité de la malgouvernance au Cameroun. Emmanuel Diop et Guizougo. La 7e session du comité interministériel chargé d'examiner les préoccupations des syndicats des enseignants s'est ouverte par un coup de sang. Le syndicat des enseignants du Cameroun pour l'Afrique a souhaité modifier l'ordre du jour en exigeant la libération des enseignants incarcérés. Il n'est pas souhaitable que nous réunissions ici tous les enseignants, que 300 enseignants soient incarcérés et que nous puissions être en train de parler d'autre chose que de leur libération. D'abord, en ce qui concerne le CECA, nous ne souhaitons pas que les travaux puissent continuer sans que nous puissions avoir une situation exacte sur la libération des ingénieurs. Pourtant, esselé, ces syndicats ne peuvent que faire le constat de la quasi-collusion entre les syndicats d'enseignants et le gouvernement. À cet instant si particulier, où on a 300 enseignants qui sont en état d'arrestation, je pense que les enseignants devaient être un peu plus revendicatifs que ce qu'ils sont là aujourd'hui. Où on a l'impression d'avoir un silence et d'être en train de collaborer naturellement à une situation que le ministre de l'enseignement supérieur est en train de donner et qui à une situation que le ministre de l'enseignement supérieur est en train de donner et qui ne répond pas justement à la préoccupation des syndicats. Au total, souligne ces syndicats, aucun résultat n'a été obtenu depuis la mise sur pied du comité interministériel en charge des questions des enseignants. Le comité est aujourd'hui à sa 7e session et passe à son 14e mois sans avoir rien fait du tout. Vous avez vu l'ordre du jour tout à l'heure, c'est un ordre du jour qui est assez plat. On vous parle de l'exposé des ministres sur l'état d'avancement de l'intégration des enseignants et des contractuels. En réalité, il sera juste question de continuer le bavardage. Il ne reste alors au CECA qu'à annoncer qu'il met un terme à sa participation à ces travaux. Je ne participe plus aux travaux, je suspends la participation du syndicat des enseignants du Cameroun pour l'Afrique jusqu'à ce que les enseignants soient libérés. Les enseignants indignés, eux, restent incarcérés dans divers commissariats de la capitale. Après avoir été éclaboussé dans le récent rapport de la Commission nationale anticorruption, la douane camerounaise est confrontée à l'infiltration de faux agents et l'un d'eux vient d'être mis aux arrêts à Yaoundé. Il portait les galons de lieutenant pour extorquer d'énormes sommes d'argent aux usagers, mais les fins lignées du groupement spécial d'intervention douanière l'ont appréhendé au moment où il s'apprêtait à commettre un autre forfait. Marcelin Gansop, reportage. C'est l'histoire du voleur ou du criminel qui revient sur le lieu de son forfait et finit par tomber dans le piège qu'il a toujours évité. Comme quoi, il n'y a pas de crime parfait. Ce monsieur, qui se nomme Mel Christian, est venu ici suivre un dossier de demande d'abattement sur un véhicule, dit-il, appartenant à de demande d'abattement sur un véhicule, dit-il, appartenant à l'ami de son ami, qui aurait commis dans le cadre du BZO. Et à l'arrivée, le jeune officier chargé de ce dossier a constaté des comportements suspects, des déclarations plus ou moins incorrectes. Vérification faite,
Il s'agit bel et bien d'un faux agent de douane, qui plus est porte des galons que des vrais douaniers convoitent à la sueur de leur front, sans être sûr de les porter avant le départ à la retraite. J'avais quelques petites questions. Il est passé aux aveux. Le directeur général des douanes nous a requis de l'entendre sur procès verbal d'audition, ce que nous avons fait. Et le directeur général des douanes a estimé que dans un contexte comme celui-ci, plus encore, on ne saurait tolérer ce genre de comportement parce qu'il s'agit là d'un individu qui pose des actes qui engagent l'honneur, l'image de l'administration. Vous voyez donc que quand on nous cible pour des comportements parfois déviants, c'est le fait des hommes comme cela. Au regard de la gravité de l'acte, la Direction générale des douanes a fait appel à la gendarmerie, laquelle s'est saisie du faux douanier pour la suite de la procédure. En dehors de la tenue militaire qu'il portait illégalement, plusieurs objets suspects ont été trouvés sur lui. Parce que nous avons trouvé par devers lui une montre Rolex, une somme de 150 000, un dieselier, cigarettes, et il est en possession d'un véhicule Infiniti, et dans lequel il a prétendu avoir gardé sa carte d'identité nationale. Parce que pendant toute l'audition, nous n'avons pas pu l'identifier. Le nom qu'il donne, c'est le nom qu'il s'est donné lui-même. C'est devant la justice que le faux agent de douane répondra de ses actes. La Cameroun Women Business Leaders Association vient de signer une convention avec le ministère de la Cameroun Women Business Leaders Association vient de signer une convention avec le ministère des petites et moyennes entreprises dans l'objectif de booster l'entrepreneuriat féminin et aider la jeune fille dans ses projets. Reportage. La convention signée entre le ministère des petites et moyennes entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat et la Cameroun Women Business Leaders Association, CWBLA, a une durée de 3 ans renouvelable. Au cœur de ce partenariat, la PME, moteur de croissance et de création d'emplois décents. La CWBLA, depuis plusieurs années, s'est engagée à promouvoir les activités des femmes et à orienter la jeune fille. Une initiative qui a séduit le ministère des PME. C'est une association de femmes chefs d'entreprise qui a invité le gouvernement à la signature d'une convention. Je voudrais préciser que toutes les associations d'entrepreneurs qui travaillent bien et qui suivent la législation et la réglementation en vigueur peuvent signer les conventions avec le gouvernement. Nous encourageons cela. Et on sera présent. Mais les choses doivent être faites et bien faites. Cela veut dire que ces chefs d'entreprise-là doivent avoir des entreprises qui existent réellement et qui travaillent pour le développement du pays. Nous avons les moyens de vérifier. Et une fois qu'on a vérifié, les services juridiques font le reste et nous venons officialiser ces documents-là comme nous l'avons fait avec la CWBLA, qui est une jeune et dynamique association. L'apport du ministère est axé sur la recherche des financements, l'échange des informations liées aux opportunités d'affaires, tant sur le plan national qu'international, mais aussi la mise en avant des stars liées aux opportunités d'affaires, tant sur le plan national qu'international, mais aussi la mise en avant des startups créées par des femmes. La CWBLA compte poursuivre son objectif, qui est celui d'encourager l'initiative des femmes dans l'entrepreneuriat, mais aussi l'orientation de la jeune fille. La Cameroun Women Business Leaders Association est à sa 8e convention. Le partenariat que nous avons signé aujourd'hui est une opportunité que nous saisissons après avoir entendu le chef de l'État du Cameroun dire que le secteur public tend la main au secteur privé. Nous avons dit qu'il était temps que nous nous mettons autour d'une table pour discuter de nos projets et profiter des avantages que l'État nous offre et en même temps en leur faisant savoir quelles sont les difficultés des femmes sur le terrain. Donc c'est un partenariat gagnant-gagnant pour la construction de notre pays. L'association compte à nos jours plus de 700 membres repartis dans 5 régions, parmi lesquelles le nord-ouest et le sud-ouest. Le siège de la CWBLA au quartier Aqua à Douala a été inauguré par le ministre des PME, qui avait dans sa suite le gouverneur du littoral, le préfet du Vouri, l'ambassadeur itinérant Roger Mila, le chef des Bafous, entre autres.
Moment d'euphorie suivi de la présentation de la plaque inaugurale et la signature du livre d'or par les différentes personnalités. Les Amazones de la CWBLA ont pour ambition de construire le Cameroun, terre de leur progéniture. Les domaines d'activité vers lesquels elles sont portées sont, entre autres, l'agroalimentaire, l'agriculture, les technologies de l'information et de la communication, l'immobilier, le commerce général, la restauration, le textile. L'actualité sportive à présent, les pressions se multiplient sur l'entreprise des bâtiments et travaux publics chargés de la construction du stade Omnisport d'Olembe à Yaoundé. Après les injonctions du ministre des Sports, le gouverneur de la région du Centre s'est rendu sur les lieux pour évaluer l'accélération des travaux et le taux d'exécution se situe à 24%. Marcelin Gansop. Sur le site d'Olembe, le stade Paul Biya dévoile peu à peu son visage. L'arrivée des préfabriqués a donné un coup d'accélérateur aux travaux qui se déroulent désormais de jour comme de nuit. Les travaux sont bien avancés dans les dernières 2 semaines et dans ces périodes par exemple, on a bien avancé au niveau de l'installation de l'aliment préfabriqué. On a aussi commencé avec l'installation de la structure métallique. On a fini les fondations de la zone Est qui était prévue pour le 15 mars en fait, ça c'est 2 semaines en avant. En principe, au niveau de la structure principale de la zone Est, nous sommes jusqu'à maintenant à 3 semaines avant le programme. La page de l'ancien chef de projet est désormais tournée avec une densification remarquable des ressources humaines, matérielles et logistiques et un taux d'exécution des travaux qui tourne autour de 24%. Par exemple, les numéros de grous, les grands grous là comme bon, les 100 tonnes ou les 200 ou les 300, c'était prévu de faire le projet avec 5. Aujourd'hui, j'ai 9 opérationnels et j'ai 3 qui sont arrivés avec les bateaux. On fait les calibrages pour la sécurité industrielle opérationnelle et j'ai 3 qui sont arrivés avec les bateaux. On fait les calibrages pour la sécurité industrielle et tout ça. Aujourd'hui, on fait entrer les 3 de notre 12. Ça, c'est seulement pour les gros. Ici, on parle de montage d'éléments fabriqués et fabriqués en béton. Et aussi, structure métallique, c'est le travail des groupes. Il y a plus de personnel. Il y a une deuxième centrale de béton qu'on a installée pour doubler la productivité de béton. Pour le moment, on travaille jour et nuit. On peut finir par exemple 4 heures ou 5 heures le matin chaque jour. C'est une cuvette d'Olembe en pleine ébullition en ce moment. Le gouvernement a prescrit des travaux de jour et de nuit. L'horloge tourne et les délais approchent. On a reçu le deuxième bateau vendredi soir, samedi matin. On a déchargé tous les matériels. On a commencé à installer aux zones sud et aussi vous pouvez regarder là le deuxième niveau ou le niveau final des poteaux. Une évolution que le président du comité de site a touché du doigt en invitant chacun des acteurs à jouer sa partition à fond afin que le stade d'Olembe soit livré le jour dit. Malgré tout ce qui a été dit dans les réseaux sociaux par rapport au changement à la tête du chef de projet, Pétini a constaté la nécessité de respecter le délai, la nécessité de gagner même du temps. Donc ils ont donc recruté beaucoup plus d'autres agents camerounais ou expatriés qui sont dévoués et qui travaillent pour que le délai soit respecté. Nous sommes très satisfaits et nous les encourageons de continuer de travailler 24 heures sur 24 pour que le délai soit respecté. Le nouveau chef de projet est donc formel. Toutes les dispositions sont prises en termes de mobilisation matérielle et humaine pour que ce chantier soit livré dans les délais. En tout cas, le Cameroun n'a pas droit à l'erreur. La prochaine mission pour que ce chantier soit livré dans les délais. En tout cas, le Cameroun n'a pas droit à l'erreur. La prochaine mission d'expression de la CAF est attendue et il faudrait tenir le coup d'ici là. Ici au stade d'Olembe, en pleine construction, Élisée Borba, Marcelin Gansop, Equinox Télévision.
À présent, ce public reportage, une paroisse de l'église évangélique du Cameroun à Baganté, dans le département du Ndé, vient de recevoir un important don d'une âme de bonne volonté, ceci afin d'amplifier l'œuvre de l'évangélisation de la parole de Dieu. Reportage. L'église évangélique du Cameroun, notamment la paroisse de Banekane dans le département du Ndé, à l'ouest du Cameroun, était en fait dimanche dernier. L'occasion s'y prêtait. Une âme généreuse, dans le souci de mieux véhiculer la parole de Dieu, offrait aux fidèles de cette paroisse du matériel de sonorisation. Le donateur n'était autre que le patriarche et ancien d'église, Nyat Difendi Marcel, représenté pour la circonstance par M. Eric Nyat, 4e adjoint au maire de la commune de Baganté, assisté d'une forte délégation. Ce jour, le culte est dit par le révérend Tchednia Jean Dagoubert, président du district ecclésiastique de Banenkane. Cet important don est composé de tout un arsenal d'outils de sonorisation, parmi lesquels une console professionnelle, des baffles amplifiés, des micro-baladeurs, des trépieds, des câbles de sonorisation et d'un inspecteur. À cela s'ajoute la rondelette somme d'1 million de francs CFA pour l'évolution des travaux de la sacristie en chantier, voilà plusieurs mois. Une véritable bouffée d'oxygène pour les chrétiens de la dite paroisse. Papa, le patriarche Nyat Difendi Marcel, il y a un mois, il nous a dit ouais, pourquoi le pasteur peut dépenser autant de calories pour se faire comprendre. D'ici là, je vais envoyer, on va vous chercher des instruments, de faire comprendre. D'ici là, je vais envoyer, on va vous chercher des instruments de sonorisation de bonne qualité. Et aujourd'hui, ce ne sont plus des rêves. Aujourd'hui, c'était le groupe de Banenkane, 73 heures. Il est tenu à sa promesse. Monsieur Erignat, prenant la parole au cours de la dédicace de cet arsenal de sonorisation, a tenu à rappeler que le patriarche Nyat Difendi Marcel n'est pas son premier geste de cœur envers l'Église. Le révérend Tchednia Jean Dagoubert, président du district ecclésiastique de Banenkane, très honoré par cette promesse respectée du patriarche Nyat Difendi Marcel, lui a remis en retour une médaille sous forme de croix pastorale. Comme si cela ne suffisait pas, l'émissaire du patriarche Nyat Difendi Marcel, à savoir M. Eric Nyat, lui aussi connu pour ses gestes de générosité envers l'Église, à séance tenante, était nommé conseiller paroissial, avant de se voir gratifié d'une médaille sous l'appellation Simon de Cyrène, une distinction religieuse appréciée à sa juste valeur. C'est un sentiment de fierté, d'humilité aussi, parce que c'est une paroisse. Il y avait, je crois, 150, 157 personnes aujourd'hui, principalement des parents. Et me donner cette confiance, pour moi, je dois faire preuve d'humilité et j'espère être à la hauteur de ces responsabilités. Les fidèles de la dite paroisse ne sont pas restés insensibles face à une telle cérémonie. Cet apport du patriarche, de notre Père, est une bouffée d'oxygène extraordinaire pour notre paroisse. Je pense que vous avez vu, toute la paroisse était en ébullition, en joie pour recevoir ce cadeau. Nous disons merci, un merci sans fin, parce que vraiment c'était quelque chose d'extraordinaire. Disons merci, un merci sans fin, parce que vraiment c'était quelque chose d'extraordinaire. C'est finalement dans une effervescence totale que s'achevait cette cérémonie. À présent, la deuxième partie de ce journal avec vous, Catherine Koli. Thank you, Nadzini Yamvu, and to you viewers for staying with us on this second part of the Balingo newscast on Equinos Television. The residents of the national chairman of the Social Democratic Front Party reportedly survived an arson attack last night. The fire began from the kitchen section, and thanks to the intervention of nearby residents who were able to put out the flames before the arrival of the Army Rescue Unit. John Fundi on phone from Bamenda on the fire incident at his residence last night says it was an arson attack. Let's take a listen. I just went to bed, and as the first look of coming to my eyes, I heard a bang on my door about fire. So I jumped out and went. By the time I got behind the kitchen where the fire was, the children were already on removing the zinc. The girls were throwing water.
And when you throw a bottle of water on the fire goes and flows with the water and is coming towards you because of things they make oil and petrol. So that when you throw water, the water will not affect that fire. But luckily for us, they managed to remove the zinc, throw water, and we put on the fire. The fire brigade people finally came, but before they got here, we were finished with everything. And this morning, we have the Bishop of Banenda, we've had the governor, the LGO, the GOs, and so many personalities, my parliamentarians, were all passing to see what is happening. Was it an arson attack? It was an arson, because we got the bags in which they carried the 12 to can bomb, we picked the lighter. Because we got the bags in which they carried the 12 to can bomb, we picked the lighter for the chemists, and the bishop of the Chairman, is there any link between what happened last night at your residence and the threat that you received from unidentified individuals before the national conventions of the Social Democratic Front? If somebody tells you that he'll kill you, even if a different person fires a gun at you, say that person who are threatening you. What do you say to those who might have masterminded such an attack on your person, your residence, and of course the party by extension? Well, yeah, I want to let them know that it's not through this that we win a war. It's not by attacking even the people that are sympathizing and trying to protect you. So if they leave the principal person who caused the problems in Cameroon, Mr. Biya, and they are attacking the food, it only should fail on their side. Life has returned to normal at the Kasala Farm neighborhood and the Fampo markets after the inhabitants led to the closure of several stores in the neighborhood. The Kasala Farm resident retaliated after several homes were broken and boys tortured by military officials. Details with Majikan Gabriel. The body of a human being transformed into a drawing board by the military at the Kasala Farms neighborhood, Douala 2 municipality. Eric is one of the unfortunate inhabitants at the Kasala Farm, Douala 2 municipality. Eric is one of the unfortunate inhabitants at the Kasala Farms who was beaten by some military men Tuesday morning after 8 cartons of drugs disappeared in the course of it being offloaded at the Fampo market. As I returned from work, midnight, the military stormed the neighborhood, beating everyone, and used beer bottle cap on my body. At the brigade, the woman asked for pardon, and I was told to come with a medical booklet. Not too far from the residence of Eric is the house where another victim of the military raid at the Kasala Farms resides. The landlord tells us, na so then the interno, na so damn boy the gaff but they go inter for damn boy no na so the tap damn view. The boy nicknamed Chinois was the most hit of the raid. His door was forcefully opened before the 8 military officials pounced on him. Chinois is now at the military hospital, according to his landlords. They said that apparently for la continue et don't sport. Chinois tammi a des fois me to aggrave. They said they don't kill it for garnison militaire. Meanwhile, activities have returned to normal at the Fampo market that was paralyzed the whole of Tuesday. Meantime, the Basic Education Minister, the Minister of Secondary Education, the Minister of Higher Education, and the Minister or other administrative authorities combined with grumbling teachers went on rampage Tuesday, met in the nation's capital, Yaoundé, yesterday, but the meeting was simply boycotted by some of the teachers. It was within the contents of the seventh ordinary session of the Interministerial Committee charged with examining
examining and proposing solutions to the problems of the teachers who have been without salary. Examining and proposing solutions to the problems of the teachers who have been without salaries for several years now. During the meeting, the teachers trade union maintained that at least the government should ensure that 300 teachers who were arrested on day one of the protest should be released before the deliberations can begin. The union teachers leaders said the teachers must be released before the deliberations continue. Some have criticized the fact that the committee seat previous sections or sessions are not yet yielding or have not yet yielded any fruit. It should be noted that dozens of the striking secondary education teachers were arrested Tuesday as they were striking against accumulated salaries arrears. 300 of them were arrested. And security has been reinforced in Batibo subdivision, Momo division of the northwest region of the country as a search for the missing divisional officer and the social affairs delegate in the northwest region intensify. It is one of the fallout of Tuesday crisis meeting in the locality chaired by the SDO for Momo division. The circulation of motorbikes has equally been restricted in several parts of Batibo. The measure by authorities to limit the rate of attack. Rather, the measure by authorities officials is to limit the rate of attack. The meeting brought together security, traditional rulers, administrative authorities, and athletes. Practicing journalism in the northwest and southwest region of the country has now become not just an uphill task, but more than a nightmare and dangerous activities. This is because of the worsened socio-political unrest in the two English-speaking regions of the country. Journalists are permanently at a risk of being attacked. For greater details, let's have an excerpt of some of the journalists. When you operate in a crisis zone, it will not necessarily have an impact. Some of the journalists. When you operate in a crisis zone, it will not necessarily have an impact on the performance. Meaning that it's sometimes very difficult to get to your sources because of the crowd times, because of fear. And so news gathering becomes not the best thing. Sometimes you work very often using the phone calls, or you have to sneak through the quarters to get to your sources. In fact, it's not been helping. The crisis have not been helping matters. We are caught between the web of the pros and the cons. We are in a situation where a journalist is supposed to be truthful. It's supposed to present the facts as they are. But we are in a situation where, in a political situation, I know that since politics is not about straight lines, politics is about crooked lines. To me, that politics is not about straight facts. In which case, somebody is saying something, somebody is objecting, and nobody is presenting the facts as they are. And when you find yourself in a situation where the sources are scary, the sources themselves don't want to speak to the press, but the press has to report. The press has to entertain, you have to inform, and has to educate. So one minute you just get to do with the inspiration of your training as a journalist to decipher what to tell the public. So it is more about experience here. And experience will indicate that at one moment you should use stock information to inform. Because when you go one way, you are attacked for being for, and one way you are attacked for being against, and at the end of the day you are caught up in the web, which makes reporting very difficult in times like this. It is not actually easy because before you even get to report as a reporter, many people now with the Android phone and with the social media, they have already had what they have. And when you are coming now as a journalist, the social media, they have already had what they have. And when you are coming now as a journalist who is bound now to give the truth and give what you have investigated, people want to judge you from what they are getting from the social media. So it is not easy as a reporter during this crisis. And you are even targeted when you want to give them the truth. They want you to take what they want and what they have heard or read or seen from the social media, which makes the work very difficult. Will the Women's Day celebration be different for women in the Southwest region after the previous edition was affected by the Anglophone crisis? These, as they have been told to be agent of peace and unity in the society. The message was re-echoed by Barrister John Kamini as he distributed the Women's Day fabric ahead of the celebration of Women's Day. Derek Jato report.
The 2018 Women's Day built up in Buea subdivision. If I have my bottle of drink, I will take it peacefully with a joyful day, with a joyful heart. On Women's Day, I'm feeling so happy. I'm very, very happy. These women are from Binshwa, a village in Donga Mountain Division, resident in Buea subdivision, a subdivision that has known no peace for over 1 year now because of the Anglophone crisis. And today, Comfort Barrister John Kamani, a son of Binshwa village, is preaching for the peace to come back through women. Most of the women are encouraging their children to be disciplined. It's in that light that I thought that I should encourage them, thank them, and give them a strong push, because they are the backbone of the modern community. And donating to them the 2018 Women's Day fabric was his own way, as a notable of that line. To thank these women for this day fabric was his own way, as a notable of that line. To thank these women for being true pillars of the family. These beautiful 2018 Women's Day fabric, so that they can celebrate all the women of the Republic. To Tashe Michael, one of the founding fathers, Comfort's gesture is a rare privilege. Looking at what is going on now and what has been done, it's a big privilege to the Barikians, which is the Binshwa village in the Donga Mountain Division. That is it for the Balingo newscast on Equinos Television. Good day once more, Nadzeni Yambo. Good day, Catherine Kone. Fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention et passez d'agréables moments en compagnie de nos programmes. Good day, viewers. Thanks for joining us on the midday edition of the Balingo newscast on Equinos Television. Good day, Nadzeni Yambo. Good day, Catherine Kone. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinos Télévision. L'on sait désormais un peu plus sur les causes de l'incendie survenu au domicile du chairman Ninjon Frundi cette nuit du côté de Tarinkon à Bamenda, dans la région du nord-ouest Cameroun. Joint au téléphone, le chairman soupçonne qu'il s'agit d'une attaque des sécessionnistes. Selon lui, des bidons de pétrole ont été retrouvés non loin de sa résidence. Alertés, les policiers, selon lui, des bidons de pétrole ont été retrouvés non loin de sa résidence. Alertés, les policiers, gendarmes et militaires sont descendus sur les lieux et se sont joints aux populations pour pouvoir éteindre les flammes qui ont ravagé une bonne partie de sa cuisine. Une enquête a été ouverte pour connaître les causes réelles de l'incendie survenu hier au domicile du chairman Ninjon Frundi à Tarikon. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. Tout autre chose à présent, la répression des manifestations des enseignants suscite une indignation chez la classe politique au Cameroun. Des leaders de l'opposition dénoncent les arrestations arbitraires de ces enseignants. Ils expriment donc leur solidarité à cette grogne sociale qui révèle la gravité de la malgouvernance au Cameroun. Emmanuel Job et Guizoko. La 7e session du comité interministériel chargé d'examiner les préoccupations des syndicats des enseignants s'est ouverte par un coup de sang. Le syndicat des enseignants du Cameroun pour l'Afrique a souhaité modifier l'ordre du jour en exigeant la libération des enseignants incarcérés. Il n'est pas souhaitable que réunis ici tous les enseignants, que 300 enseignants soient incarcérés et que nous puissions être en train de parler d'autre chose que de leur libération. D'abord, en ce qui concerne le CECA, nous ne souhaitons pas que les travaux puissent continuer sans que nous puissions avoir une situation exacte sur la libération des indignés. Pourtant,
esselé, ce syndicat ne peut que faire le constat de la quasi-collusion entre les syndicats d'enseignants et le gouvernement. À cet instant si particulier, où on a 300 enseignants qui sont en état d'arrestation, je pense que les enseignants devaient être un peu plus revendicatifs que ce qu'ils sont là aujourd'hui. Où on a l'impression d'avoir un silence et d'être en train de collaborer naturellement à une situation que le ministre de l'enseignement supérieur est en train de donner et qui ne répond pas justement à la préoccupation des syndicats. Au total, souligne ce syndicat, aucun résultat n'a été obtenu depuis la mise sur pied du comité interministériel en charge des questions des enseignants. Le comité est aujourd'hui à sa 7e session et passe à son 14e mois sans avoir rien fait du tout. Vous avez vu l'ordre du jour tout à l'heure, c'est un ordre du jour qui est assez plat. On vous parle de l'exposé des ministres sur l'état d'avancement de l'intégration des enseignants et des contractuels. En réalité, il sera juste question de continuer le bavardage. Il ne reste alors au CECA qu'à annoncer qu'il met un terme à sa participation à ces travaux. Je ne participe plus aux travaux, je suspends la participation du syndicat des enseignants du Cameroun pour l'Afrique jusqu'à ce que les enseignants soient libérés. Les enseignants indignés, eux, restent incarcérés dans divers commissariats de la capitale. Que toutes les associations d'entrepreneurs qui travaillent bien et qui suivent la législation et la réglementation en vigueur peuvent signer les conventions avec le gouvernement. Nous encourageons cela et on sera présent. Mais les choses doivent être faites et bien faites. Cela veut dire que ces chefs d'entreprise-là doivent avoir des entreprises qui existent réellement et qui travaillent pour le développement du pays. Nous avons les moyens de vérifier. Et une fois qu'on a vérifié, les services juridiques font le reste et nous venons officialiser ces documents-là comme nous l'avons fait avec la CWBLA, qui est une jeune et dynamique association. L'apport du ministère est axé sur la recherche des financements, l'échange des informations liées aux opportunités d'affaires, tant sur le plan national qu'international, mais aussi la mise en avant des stars liées aux opportunités d'affaires, tant sur le plan national qu'international, mais aussi la mise en avant des startups créées par les femmes. La CWBLA compte poursuivre son objectif, qui est celui d'encourager l'initiative des femmes dans l'entrepreneuriat, mais aussi l'orientation de la jeune fille. La Cameroun Women Business Leaders Association est à sa 8e convention. Le partenariat que nous avons signé aujourd'hui est une opportunité que nous saisissons après avoir entendu le chef de l'État du Cameroun dire que le secteur public tend la main au secteur privé. Nous avons dit qu'il était temps que nous nous mettons autour d'une table pour discuter de nos projets et profiter des avantages que l'État nous offre et en même temps en leur faisant savoir quelles sont les difficultés des femmes sur le terrain. Donc c'est un partenariat gagnant-gagnant pour la construction de notre pays. L'association compte à nos jours plus de 700 membres repartis dans 5 régions, parmi lesquelles le nord-ouest et le sud-ouest. Le siège de la CWBLA au quartier Akwa à Douala a été inauguré par le ministre des PME, qui avait dans sa suite le gouverneur du littoral, le préfet du Vouri, l'ambassadeur itinérant Roger Mila, le chef des Bafous, entre autres. Moment d'euphorie suivi de la présentation de la plaque inaugurale et la signature du livre d'or par les différentes personnalités. Les Amazones de la CWBLA ont pour ambition de construire le Cameroun, terre de leur progéniture. Les domaines d'activité vers lesquels elles sont portées sont, entre autres, l'agroalimentaire, l'agriculture, les technologies de l'information et de la communication, l'immobilier, le commerce général, la restauration, le textile.
L'actualité sportive à présent, les pressions se multiplient sur l'entreprise des bâtiments et travaux publics chargés de la construction du stade Omnisport d'Olembe à Yaoundé. Après les injonctions du ministre des Sports, le gouverneur de la région du Centre s'est rendu sur les lieux pour évaluer l'accélération des travaux et le taux d'exécution se situe à 24%. Marcelin Gansop. Sur le site d'Olembe, le stade Paul Biya dévoile peu à peu son visage. L'arrivée des préfabriqués a donné un coup d'accélérateur aux travaux qui se déroulent désormais de jour comme de nuit. Les travaux sont bien avancés dans les dernières 2 semaines et dans ces périodes par exemple, on a bien avancé au niveau de l'installation de l'aliment préfabriqué. On a aussi commencé avec l'installation de la structure métallique. On a fini les fondations de la zone Est qui était prévue pour le 15 mars en fait, ça c'est 2 semaines en avant. En principe, au niveau de la structure principale de la zone Est, nous sommes jusqu'à maintenant à 3 semaines avant le programme. La page de l'ancien chef de projet est désormais tournée avec une densification remarquable des ressources humaines, matérielles et logistiques et un taux d'exécution des travaux qui tourne autour de 24%. Par exemple, les numéros de grues, les grands grues là comme bon, les 100 tonnes ou les 200 ou les 300, c'était prévu de faire le projet avec 5. Aujourd'hui, j'ai 9 opérationnels et j'ai 3 qui sont arrivés avec les bateaux. On fait les calibrages pour la sécurité industrielle opérationnelle et j'ai 3 qui sont arrivés avec les bateaux. On fait les calibrages pour la sécurité industrielle et tout ça. Aujourd'hui, on fait entrer les 3 de ça veut dire 12. Ça c'est seulement pour les gros ici quand on parle de montage d'éléments fabriqués et de béton. Et aussi, structure métallique, c'est le travail des groupes. Il y a plus de personnel. Il y a une deuxième centrale de béton qu'on a installée pour doubler la productivité de béton. Pour le moment, on travaille jour et nuit. On peut finir par exemple 4 heures ou 5 heures le matin chaque jour. C'est une cuvette d'Olembe en pleine ébullition en ce moment. Le gouvernement a prescrit des travaux de jour et de nuit. L'horloge tourne et les délais approchent. On a reçu le deuxième bateau vendredi soir, samedi matin. On a déchargé tous les matériels. On a commencé à installer aux zones sud et aussi vous pouvez regarder là le deuxième niveau ou le niveau final des poteaux. Une évolution que le président du comité de site a touché du doigt en invitant chacun des acteurs à jouer sa partition à fond afin que le stade d'Olembe soit livré le jour dit. Malgré tout ce qui a été dit dans les réseaux sociaux par rapport au changement à la tête du chef de projet, Pétini a constaté la nécessité de respecter le délai, la nécessité de gagner même du temps. Donc ils ont donc fait recruter beaucoup plus d'autres agents camerounais ou expatriés qui sont dévoués et qui travaillent pour que le délai soit respecté. Nous sommes très satisfaits et nous les encourageons de continuer de travailler 24 heures sur 24 pour que le délai soit respecté. Le nouveau chef de projet est donc formel. Toutes les dispositions sont prises en termes de mobilisation matérielle et humaine pour que ce chantier soit livré dans les délais. En tout cas, le Cameroun n'a pas droit à l'erreur. La prochaine mission pour que ce chantier soit livré dans les délais. En tout cas, le Cameroun n'a pas droit à l'erreur. La prochaine mission d'inspection de la CAF est attendue et il faudrait tenir le coup d'ici là. Ici au stade d'Olembe, en pleine construction, Élisée Borba, Marcelin Gansop, Equinox Télévision. À présent, ce publie reportage, une paroisse de l'église évangélique du Cameroun à Baganté, dans le département du Ndé, vient de recevoir un important don d'une âme de bonne volonté, ceci afin d'amplifier l'œuvre de l'évangélisation de la parole de Dieu. Reportage. L'église évangélique du Cameroun, notamment la paroisse de Banekane dans le département du Ndé, à l'ouest du Cameroun, était en fait dimanche dernier. L'occasion s'y prêtait. Une âme généreuse, dans le souci de mieux véhiculer la parole de Dieu, offrait aux fidèles de cette paroisse du matin. Après avoir été éclaboussé dans le récent rapport de la Commission nationale anticorruption, la douane camerounaise est confrontée à l'infiltration de faux agents et l'un d'eux vient d'être mis aux arrêts à Yaoundé. Il portait les galons de lieutenant pour estorquer
d'énormes sommes d'argent aux usagers, mais les fins lignées du groupement spécial d'intervention douanière l'ont appréhendé au moment où il s'apprêtait à commettre un autre forfait. Marcelin Gansop, reportage. C'est l'histoire du voleur ou du criminel qui revient sur le lieu de son forfait et finit par tomber dans le piège qu'il a toujours évité. Comme quoi, il n'y a pas de crime parfait. Ce monsieur, qui se nomme Remel Christian, est venu ici suivre un dossier de demande d'abattement sur un véhicule, dit-il appartenant à de demande d'abattement sur un véhicule, dit-il appartenant à l'ami de son ami, qui aurait commis dans le cadre du baiser. Et à l'arrivée, le jeune officier chargé de ce dossier a constaté des comportements suspects, des déclarations plus ou moins incorrectes. Vérification faite. Il s'agit bel et bien d'un faux agent de douane, qui plus est porte des galons que des vrais douaniers convoitent à la sueur de leur front, sans être sûr de les porter avant le départ à la retraite. Avec quelques petites questions, il est passé aux aveux. Le directeur général des douanes nous a requis de l'entendre sur procès verbal d'audition, ce que nous avons fait, et le directeur général des douanes a estimé que dans un contexte comme celui-ci, plus encore, on ne saurait tolérer ce genre de comportement parce qu'il s'agit là d'un individu qui pose des actes qui engagent l'honneur, l'image de l'administration. Vous voyez donc que quand on nous cible pour des comportements parfois déviants, c'est le fait des hommes comme cela. Au regard de la gravité de l'acte, la Direction générale des douanes a fait appel à la gendarmerie, laquelle s'est saisie du faux douanier pour la suite de la procédure. En dehors de la tenue militaire qu'il portait illégalement, plusieurs objets suspects ont été trouvés sur lui. Parce que nous avons trouvé par devers lui une montre Rolex, une somme de 150 000, un dieselier, cigarette, et il est en possession d'un véhicule Infiniti, et dans lequel il a prétendu avoir gardé sa carte d'identité nationale. Parce que pendant toute l'audition, nous n'avons pas pu l'identifier. Le nom qu'il donne, c'est le nom qu'il s'est donné lui-même. C'est devant la justice que le faux agent de douane répondra de ses actes. La Cameroun Women Business Leaders Association vient de signer une convention avec le ministère de la Cameroun Women Business Leaders Association vient de signer une convention avec le ministère des Petites et Moyennes Entreprises dans l'objectif de booster l'entrepreneuriat féminin et aider la jeune fille dans ses projets. Reportage. La convention signée entre le ministère des Petites et Moyennes Entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat et la Cameroun Women Business Leaders Association, CWBLA, a une durée de 3 ans renouvelable. Au cœur de ce partenariat, la PME, moteur de croissance et de création d'emplois décents. La CWBLA, depuis plusieurs années, s'est engagée à promouvoir les activités des femmes et à orienter la jeune fille. Une initiative qui a séduit le ministère des PME. C'est une association de femmes chefs d'entreprise qui a invité le gouvernement à la signature d'une convention. Je voudrais préciser l'intérêt de sonorisation. Le donateur n'était autre que le patriarche et ancien d'église, Net Difendi Marcel, représenté pour la circonstance par M. Eric Niat, 4e adjoint au maire de la commune de Baganté, assisté d'une forte délégation. Ce jour, le culte est dit par le révérend Tchèdniajan Dagoubert, président du district ecclésiastique de Banenkane. Cet important don est composé de tout un arsenal d'outils de sonorisation, parmi lesquels une console professionnelle, des baffles amplifiés, des micro-baladeurs, des trépieds, des câbles de sonorisation et d'un inspecteur. À cela s'ajoute la rondelette somme d'1 million de francs CFA pour l'évolution des travaux de la sacristie en chantier, voilà plusieurs mois. Une véritable bouffée d'oxygène pour les chrétiens de la dite paroisse. Papa, le patriarche Net Difendi Marcel, il y a 1 mois, il nous a dit pourquoi le pasteur peut dépenser autant de calories pour se faire comprendre. D'ici là, je vais envoyer, on va vous chercher des instruments, de faire comprendre. D'ici là, je vais envoyer, on va vous chercher des instruments de sonorisation de bonne qualité. Et aujourd'hui, c'est le centre de rêve. Aujourd'hui, c'était le groupe de Banenkane, le centre de il est tenu à sa promesse. M.
Erignat, prenant la parole au cours de la dédicace de cet arsenal de sonorisation, a tenu à rappeler que le patriarche Niad Difendi Marcel n'est pas son premier geste de cœur envers l'Église. Le révérend Tchednia Jean Dagoubert, président du district ecclésiastique de Banenkane, très honoré par cette promesse respectée du patriarche Niad Difendi Marcel, lui a remis en retour une médaille sous forme de croix pastorale. Comme si cela ne suffisait pas, l'émissaire du patriarche Niad Difendi Marcel, à savoir M. Erignat, lui aussi connu pour ses gestes de générosité envers l'Église, à séance tenante, était nommé conseiller paroissial avant de se voir gratifié d'une médaille sous l'appellation Simon de Cyrène, une distinction religieuse appréciée à sa juste valeur. C'est un sentiment de fierté, d'humilité aussi, parce que c'est une paroisse, il y avait je crois 150-157 personnes aujourd'hui, principalement des parents. Et me donner cette confiance, pour moi je dois faire preuve d'humilité et j'espère être à la hauteur de ces responsabilités. Les fidèles de la dite paroisse ne sont pas restés insensibles face à une telle cérémonie. Cet apport du patriarche, de notre Père, est une bouffée d'oxygène extraordinaire pour notre paroisse. Je pense que vous avez vu, toute la paroisse était en ébullition, en joie pour recevoir ce cadeau. Nous disons merci, un merci sans fin, parce que vraiment c'était quelque chose d'extraordinaire. Disons merci, un merci sans fin, parce que vraiment c'était quelque chose d'extraordinaire. C'est finalement dans une effervescence totale que s'achevait cette cérémonie. À présent, la deuxième partie de ce journal avec vous, Catherine Koli. Thank you, Nadzini Yamvu, and to you viewers for staying with us. On this second part of the Balinga newscast on Equinos Television, the residence of the national chairman of the Social Democratic Front Party reportedly survived an arson attack last night. The fire began from the kitchen section, and thanks to the intervention of nearby residents who were able to put out the flames before the arrival of the Army Rescue Units, John Fundi